Selon vous, M. Ibrahim, quelles sont les principales caractéristiques de ces soulèvements populaires et révolutionnaires dans ces pays? Les principales caractéristiques sont rattachées à 3 points. Les conditions politiques, les conditions économiques et la pression extrêmement américaine qui a poussé tous les pays arabes vers une politique pro-israélienne qui était la première fois dans l'histoire du monde arabe où on voit des pays arabes qui partagent Israël, l'encerclement de Gaza et l'attaque contre le sud du Liban. Cette rencontre entre conditions politiques et économiques ont fait bouleverser tout le monde arabe, du Maroc, Tunisie, Algérie, le Liban, tout le monde arabe sont maintenant dans les rues. Je voudrais signaler des petites remarques. D'abord, nous voyons que l'Égypte hier, des millions des Égyptiens ont manifesté dans les rues pour faire comprendre à tout le monde qu'ils sont toujours dans les rues jusqu'à la réalisation de leurs objectifs, jusqu'à la reconstruction d'un nouveau régime qui fait partie du Moyen-Orient musulman, qui fait partie du Moyen-Orient arabe, qui peut rejoindre l'ancienne politique extérieure égyptienne. Et je voudrais un petit peu du temps pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la politique extérieure égyptienne. Vous savez, monsieur, l'Égypte est une entité politique ancienne. Ça fait 5000 ans et 6000 ans que l'Égypte est toujours présente dans la région. Elle a pu construire une politique extérieure qui reflète les données internes de l'Égypte. Ces données internes se composent en 2 positions. Il y a les conditions hydrauliques. Vous savez, l'Égypte est le don du Nil. C'est la raison pour laquelle toujours l'Égypte fait de bonnes relations avec l'Afrique noire. C'est à cause du Nil. Le Nil traverse 8 pays africains avant l'arrivée à l'Égypte, avant son arrivée en Égypte. Il y a encore les conditions politiques. L'Égypte appartient au Proche-Orient, appartient au monde arabe, appartient au monde musulman. C'est la raison pour laquelle la politique extérieure égyptienne toujours joue des rôles dans les pays de Cham, ça veut dire la Grande Syrie, dans la péninsule arabe, avec l'Iran. Toujours, ça fait des millions des années que l'Égypte joue ses rôles dans cette région. Quelle place accordez-vous justement aux aspirations islamiques dans ces soulèvements populaires et révolutionnaires? Bien sûr, sur le plan idéologique, ces manifestations sont d'origine populaire. La population arabe veut faire la rupture avec le projet américain qui a poussé les pays arabes vers une politique hostile à l'islam. Maintenant, si vous voyez le Bahreïn, la Jordanie, la Tunisie, la Libye, le Soudan, l'Égypte, les mêmes conditions, soyez sûrs que les mêmes conditions, mais il y a des différences entre un pays que les États-Unis peuvent faire une guerre pour garder le régime politique tel le Bahreïn, et des pays que les États-Unis peuvent réconcilier et faire des conciliations pour que ce régime reste ou quitte ou faire des améliorations. Maintenant, nous sommes dans une période de reconstruire le Proche-Orient musulman, qui peut faire la complémentarité entre 3 grands pays historiques, comme dit le professeur. La Turquie, l'Iran et l'Égypte, ces 3 pays peuvent guider tout un monde musulman d'1 milliard de personnes sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de sécurité. Maintenant, l'Égypte fait l'histoire de la région en compagnie de l'Iran et de la Turquie. Et les manifestations seront continuées dans tous les pays arabes
jusqu'à la construction d'un nouveau régime qui sera à côté de l'Iran islamique et de la Turquie. Et Israël, maintenant, je crois qu'Israël peut faire la guerre pour avorter cette sorte de changement dans le pays avec les États-Unis. Vous voyez maintenant le Bahreïn. Le Bahreïn, maintenant, il y a une contre-attaque saoudienne, arabe, américain pour garder cette petite île qui est en face de l'Iran. Le Bahreïn joue deux rôles. Un rôle de protéger la péninsule arabe pétrolière et le rôle d'attaquer l'Iran. Le Bahreïn, c'est une base américaine. La Jordanie, la royauté de l'Hachimite, c'est un pays pro-israélien. C'est pas un pays, c'est un régime pro-israélien. Israël est prête de sauver le Hachimite. Alors, mais les Arabes et les Iraniens maintenant ne peuvent accepter. Les Égyptiens, 10 millions des Égyptiens étaient dans les rues hier pour faire une preuve de force, pour dire à tout le monde que le peuple arabe et musulman n'accepte plus la pression américaine dans la région. Comme M. le professeur d'Ortiguier l'a souligné, les masses arabo-musulmanes ont retrouvé actuellement leur identité. Est-ce que nous pouvons espérer que cette retrouvaille finira par la concrétisation des revendications légitimes et légales de ces nations, c'est-à-dire des nations arabo-musulmanes? Monsieur, je voudrais signaler un point. Malgré l'encerclement, malgré les guerres, malgré les complots, la République islamique de l'Iran a pu réaliser un type très avancé sur le plan économique, très fort sur le plan militaire. C'est un type apte à être imité par tous les pays arabes. Maintenant, il y a un moment propice et historique pour que toute la région du Proche-Orient soit dans une alliance qui peut réaliser toutes les aspirations des Arabes, des Iraniens et des Turcs. C'est un moment propice et historique. Et il faut qu'on l'exploite. Il faut exploiter ce moment maintenant. C'est l'Égypte maintenant qui a l'Égypte. On demande de l'Égypte de détruire le traité de Camp David qui a vidé la politique extérieure iranienne et qui a détruit et qui a essayé de détruire la cause palestinienne. C'est l'Iran. Les aides iraniennes à Hamas à Gaza et au Hezbollah dans le sud de Liban qui a gardé la cause palestinienne. Maintenant, il y a un courant anti-américain. Ce courant a été né par les aides iraniennes. Alors, c'est le moment propice. Et je crois bien qu'on construit la région, ce n'est pas contre l'Occident, non. Contre celui qui veut exploiter, qui voit la région de pétrole seulement. Nous avons du pétrole, mais non des êtres humains qui ont une idéologie et qui veulent vivre en paix.